Merci, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, j'étais intervenu au début du mois de février, essentiellement pour un peu camper le décor avec mon camarade de Laurent Fouin, où l'enjeu c'était de pouvoir montrer ce que seraient les besoins de mobilité, particulièrement autour de la Loire, à l'horizon 2030. Alors comme je ne sais pas si les uns et les autres étaient déjà présents à la précédente audition, j'ai prévu, pas beaucoup, mais une slide, principalement peut-être deux d'ailleurs, qui vont constituer une sorte de rappel des conclusions, en tout cas, que j'avais esquissées lors de cette première audition. L'élément déterminant, c'est que quand on se projette à 2030, les perspectives de dynamique de notre territoire, dont on peut les uns les autres d'ailleurs plutôt se réjouir en matière d'habitants, en matière d'emploi, en matière d'équipement, se traduisent par le fait que l'on a notamment autour de cette grande centralité métropolitaine qui est représentée, on pourrait dire, par la tache grise du milieu, hein, grosso modo les boulevards du 19e, l'île de Nantes et puis les abords également du Sud-Loire, on a une vraie dynamique et vous connaissez déjà un certain nombre des projets urbains qui se profilent, qui sont déjà engagés sur l'île de Nantes, mais aussi sur les abords. On parle des projets Pierre-Mille-les-Îles sur Nantes et Rezé. On parle également du Bas-Chantenay. On connaît les grands équipements. J'ai parlé la dernière fois du transfert du CHU. Bref, toutes ces activités-là vont générer des besoins de mobilité. Et si j'y ajoute la dynamique globale de l'aire urbaine et de la métropole tout particulièrement dans son ensemble, en matière d'habitants, hein, vous savez que quand on avait travaillé les prospective, on évoque le chiffre de plus de 100 000 habitants dans les 20 prochaines années. On évoque également le fait que, en tout cas on l'espère, la dynamique de l'emploi qui passe par le développement des activités économiques sur notre territoire continue à progresser et que bien tout cela va générer des besoins de mobilité particuliers. Ces besoins de mobilité, ils se traduisent par quoi ? On le voit, c'est à peu près 17% d'augmentation de tous les déplacements par jour, quel que soit le mode que les populations pourraient utiliser, mais que par contre, les besoins de franchissement de la Loire, eux, ce n'est pas de 17% dont on pense qu'ils vont augmenter, mais plutôt de l'ordre de 35% par rapport à ce qu'ils sont aujourd'hui, sur l'ensemble du périmètre de la métropole. Et que si, et je ne vais pas m'approcher de l'écran pour ne pas faire d'effet Larsen, si vous regardez les quelques chiffres, vous voyez hein, les petites flèches là, orange de différentes couleurs. On passerait de 239 000 déplacements jour entre l'île de Nantes, grosso modo, et le Nord-Loire, à 369 000 déplacements. Et quand on regarde vers le Sud-Loire, 171 000 déplacements par jour, à 310 000 déplacements par jour. Et si je regarde les transits plutôt entre le Nord-Loire et le Sud-Loire, eux-mêmes augmentent dans des proportions qui restent non négligeables. On voit que finalement, c'est plutôt les franchissements du périphérique qui ont une tendance à augmenter encore, mais moins vite que le reste. Je ne vais pas revenir là-dessus, on l'avait évoqué la fois précédente. Et ça, c'est tout mode confondu. Et quand on a regardé les prévisions mode par mode, en se calant sur l'ambition que les élus se sont donnée en matière de plan de déplacement urbain, cette ambition, c'est-à-dire faire en sorte que la part de la voiture diminue de manière forte, que la part des piétons progresse, que la part des vélos progresse encore plus fort et que la part des transports en commun elle-même progresse. Pour autant, ça veut dire qu'il faut que sur les franchissements qui existent ou qui existeront, et notamment dans ceux qui existent, il va falloir qu'on donne plus de place en superficie, hein, en linéaire, aux piétons, aux vélos, aux transports en commun, c'est-à-dire mettre des transports en commun sur des ponts qui n'en connaissent pas aujourd'hui, ce qui est le cas par exemple d'Anne-de-Bretagne, c'est le cas du pont des Trois Continents, mais malgré tous ces efforts dédiés à la valorisation des modes alternatifs à la voiture, pour autant, même le nombre de voitures, non pas en proportion, cette fois en volume absolu, le nombre de voitures par jour sera en augmentation sur la traversée de la Loire, et notamment à l'intérieur de ce périmètre intra-périphérique. Donc, la conclusion que je donnais, et j'y viens lors de la dernière audition, c'est que, compte tenu de la dynamique des territoires, et malgré la forte ambition que les élus se sont donnée, ou grâce ou avec la forte ambition que les élus se sont donnée pour faire progresser notamment les modes alternatifs à la voiture, mais parce que la voiture reste malgré tout un mode qu'on ne peut pas totalement éradiquer, même dans les rêves des uns ou des autres les plus fous, elle reste quand même un mode de déplacement particulier, et bien pour autant,
il va nous falloir qu'on dédie plus d'espace à tout le monde. Et faire passer plus de monde, tout mode confondu, dans un même volume d'ouvrages tels qu'on les connaît, vous connaissez les problèmes de robinet, ça ne marche pas. Il va bien falloir qu'on invente des solutions nouvelles de franchissement. Sinon nous ne serions pas capables demain d'assumer, de donner des réponses satisfaisantes aux besoins de mobilité des populations. Donc voilà le cadre, c'est important de se le rappeler parce que si cette hypothèse fondamentale, qui n'est pas une hypothèse théorique, c'est une hypothèse réelle basée sur les projets que j'ai évoqués, qu'on constate, qui sont déjà en soi engagés, eh bien, c'est une donnée de base. Et si on ne la partage pas, tout débat sur les questions de mobilité et de franchissement ne peut pas être raisonnablement abordé. C'est notre cas de départ, c'est le champ dans lequel nous devons travailler. Après, à nous de regarder quelles peuvent être les solutions qui vont nous permettre de trouver des réponses appropriées à ces besoins de mobilité et notamment à ces besoins de franchissement de la Loire, à cet horizon des 20 prochaines années. Eh bien, c'est l'objet des études que nous avons engagées. Et si on peut regarder la diapo suivante, les solutions, nous nous donnons comme objectif qu'elles répondent à 3 grands enjeux. Le premier, je ne reviens pas dessus, je viens de l'évoquer, répondre à l'évolution des besoins de mobilité et leur forte augmentation. Il y a un deuxième élément qui est également fondamental, c'est comment ces solutions vont pouvoir répondre à l'évolution du contexte urbain, c'est-à-dire aussi au fait que l'on participe à l'augmentation des équipements, des logements, de l'emploi dans les périmètres de proximité de la centralité, parce que rappelez-vous aussi qu'une des grandes ambitions que se donne la métropole, en lien avec cette volonté également de limiter la consommation des espaces naturels sur notre territoire, en lien aussi avec le fait que nous voulons une ville, vous vous rappelez le slogan du plan de déplacement urbain ou du plan local de l'habitat, nous voulons une ville des courtes distances, celle qui va rapprocher les lieux où on habite, où on travaille, où on s'éduque, où on se soigne, où on va au commerce, où on fait du sport. Et donc, si l'on veut faire ça, c'est plutôt effectivement autour des centralités urbaines qu'il faut qu'on le fasse. Donc, il nous faut trouver des solutions qui tiennent compte de ce contexte urbain que nous voulons développer et qui tiennent compte également du paysage. Prenez le mot paysage dans un sens assez large. C'est le paysage urbain, celui que l'on voit quand on est sur l'espace public, sur la ville. C'est l'enjeu de l'environnement aussi qu'on pourrait mettre dans cet enjeu paysage, c'est-à-dire le respect des berges, de leur qualité, des espaces naturels que l'on y côtoie. Et puis le troisième objectif qui doivent être tenus par les solutions de franchissement que nous pourrions imaginer demain, c'est de garantir aussi la pérennité des activités fluviales et maritimes. Là encore, prenez-le dans un sens large, ce n'est pas que les activités qu'on pourrait qualifier d'économiques, même si elles ont leur importance, bien évidemment, mais c'est aussi toutes les activités de loisirs ou tout simplement de promenade que l'on pourrait, là aussi, en tout cas qui existent et que l'on pourrait même d'ailleurs certainement développer sur notre territoire. Alors, partant de ce cadre général, il faut aussi se dire que les solutions techniques de franchissement ne pourront jamais être les mêmes selon les lieux géographiques où on se trouve pour franchir la Loire. Quand on regarde bien, alors je prends les deux extrêmes de mon image, que sont le pont de Bellevue et le pont de Cheviré, très clairement, 100% ou quasi 100% des mobiles qui franchissent la Loire sur ces deux voies express du périphérique, eh bien, ce sont des voitures, c'est clair. Et plus on va se rapprocher du centre de l'agglomération, plus au contraire, les franchissements qui existent aujourd'hui ou qui pourraient exister demain devront faire la part belle aux piétons, aux vélos, au transport en commun, un peu bien sûr aussi à la voiture, mais moins à la voiture en proportion que pour les autres. Et puis, ce qu'il faut noter aussi, c'est que, et pourquoi d'ailleurs c'est comme ça, c'est parce que la typologie des déplacements n'est pas tout à fait les mêmes. Je m'explique. Quand en général, on franchit la Loire sur le périphérique avec sa voiture, c'est plutôt qu'on fasse soit de la grande distance, soit de la moyenne distance. 10% du trafic du périphérique, c'est du grand transit. Donc des gens qui font la grande distance. C'est pour ça qu'ils se déplacent la plupart du temps en voiture. Ils pourraient être dans le train, on est bien d'accord. Mais en tout cas, s'ils sont là en voiture, c'est parce qu'ils font la grande distance. Et on ne peut pas les trouver ni à pied ni à vélo, bien évidemment. Quand on est sur les franges du centre,
notamment, vous voyez le petit faisceau, le deuxième en partant de la gauche sur votre schéma, ce qui est appelé Ouest, île de Nantes, grosso modo un grand faisceau qui pourrait se situer entre Trentemoux d'un côté ou ce secteur-là et puis Chantenay de l'autre côté. Quand on regarde bien qui pourrait être intéressé par franchir à cet endroit-là, c'est plutôt pour des déplacements de moyenne distance. D'ailleurs, des solutions de franchissement dans ce périmètre-là serviraient d'une part à soulager des gens qui aujourd'hui empruntent le pont de Cheviré et qui trouveraient là une alternative intéressante, ou des gens qui aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas le choix, passent par Pont des Trois Continents, par Anne de Bretagne, mais qui partent en général du sud-ouest pour aller vers le nord-ouest, ou du nord-ouest pour aller au sud-ouest, mais sur des distances de plusieurs kilomètres, dont on sait bien qu'elles ne sont quand même pas tout à fait dédiées à des déplacements à pied, un peu à vélo, mais quand même dans des proportions moindres, un peu en transport en commun, mais pas tant que ça, et finalement on retrouve quand même encore des parts de voitures importantes. Et puis quand on approche la centralité, c'est-à-dire le bras de Pierre-Mille et le bras de la Madeleine, là pour le coup, on voit bien qu'on a potentiellement beaucoup de capacité à trouver de l'attractivité pour des franchissements à pied, parce qu'on a de part et d'autre de la Loire, quel que soit le secteur, une densité d'équipements, d'habitats, de services ou d'emplois qui peut permettre à un certain nombre de personnes de le faire à pied ou de le faire à vélo. Et le vélo devient, là pour le coup, un mode tout à fait pertinent pour relier ces quartiers de proximité de la centralité métropolitaine, ou en transport en commun, dès lors qu'il existera une offre capable de répondre à ces besoins-là. Et on a moins de voitures, mais on a quand même des voitures, puisque malgré tout, on voit bien que c'est quand même encore 40 à 50% des déplacements qui s'effectueraient en volume. Selon les secteurs, les solutions de franchissement ne sont pas tout à fait les mêmes. Et quand je vais balayer tout à l'heure les différentes solutions techniques que nous avons retenues pour essayer de voir en quoi elles pourraient répondre aux besoins de demain, eh bien on va voir que certaines solutions sont appropriées ou pas appropriées, donc selon les lieux où on pourrait les situer. Alors voilà la petite liste à l'après-vert sur laquelle nous avons travaillé dans les années 2012-2013 pour imaginer ce qui pourrait être les solutions imaginables à l'échelle de l'agglomération nantaise. D'abord, on a travaillé la question de la reprise, ce qu'on a appelé la reprise des ouvrages existants, je vais le détailler après, c'est-à-dire déjà comment est-ce qu'on peut améliorer la capacité d'usage des franchissements existants. Ensuite, il n'y a pas d'ordre de sympathie ou d'intérêt ou de priorité dans ma liste, je préviens tout de suite pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. On a regardé la solution du transport par câble, on a regardé la solution du pont à transborder. D'ailleurs, je le dis parce que ces deux solutions-là trouvent aussi des échos localement, c'est-à-dire ont trouvé des parties prenantes pour défendre l'intérêt et l'existence de ces solutions-là. Nous avons regardé la question des passoires fluviales, c'est en quoi les traversées par la voie d'eau, comme on peut le connaître aujourd'hui, notamment entre Trentemoux et puis Gare Maritime, peuvent prendre leur part au traitement de ces solutions de franchissement. On a regardé aussi les solutions de type passerelle fixe ou mobile. Alors quand j'entends passerelle, c'est plutôt des ouvrages dédiés uniquement au mode doux, piéton-vélo. On a regardé les solutions de type pont fixe ou mobile, donc c'est des ouvrages déjà un peu plus lourds, un peu l'image de ce qui avait pu être réalisé dans le mandat précédent avec les ponts à Barly et Sangor, et puis ou autres. Et puis, parce que vous voyez des petites images comme celle de Bordeaux là-bas, qui sont déjà plus étoffées, plus costauds, plus solides et aussi plus chers que ce qui a été fait sur Tabarly et Sangor. Et puis on a regardé la solution des tunnels, avec différentes d'ailleurs solutions, même si on a après creusé l'expertise sur l'une des types de solutions de tunnels. Donc vous voyez que la liste elle est assez large, assez exhaustive, mais parce qu'on n'a pas voulu, et d'abord c'était la commande que les élus nous avaient passée, ne partons pas avec des partis pris, regardons les différentes solutions, sans état d'âme, sans préavis ou sans préidentification d'intérêt ou pas. Et puis, on va bien voir ce qu'ils donnent. D'abord, est-ce qu'ils répondent ou pas aux besoins ? Il y a plusieurs questions qui pourront se poser. C'est est-ce qu'ils répondent aux besoins ? Est-ce qu'ils sont acceptables, assumables ? Sous différents angles d'attaque. Tout à l'heure, j'évoquais la question des paysages, des usages. On pourrait l'aborder sous un angle aussi, qui est la question du budgétaire. C'est est-ce qu'on est capable de se les financer, tout simplement. Et par les temps qui courent, c'est quand même des questions qui ne sont pas neutres. J'aurai l'occasion d'y revenir. Si vous le voulez bien, je vous propose de les rebalayer les unes après les autres. Et on commence donc par la reprise des ouvrages existants.
Dans la reprise des ouvrages existants, il y a 2 séries sur lesquelles on s'est focalisé. Le pont de Cheviré, qui est quand même un ouvrage structurant, parce qu'à lui seul, c'est presque un petit tiers des franchissements chaque jour de la Loire. On n'est pas très loin des 90 000 ou 100 000 usages jour. Donc en soi, il représente quelque chose d'important. Et puis on sait très bien que la capacité de Cheviré conditionne directement la capacité d'usage des autres ouvrages. Moins Cheviré fonctionne, et moins il serait amené à fonctionner, plus on va retrouver sur les voiries internes à l'agglomération les besoins de franchissement. C'est évident, et vous vous rappelez tous que quand notamment il y avait des vents très forts, il peut y en avoir encore, eh bien, on est amené parfois à couper le pont de Cheviré, on voit tout de suite ce que ça donne, ou quand l'été dernier on a fait quelques travaux, enfin les services de l'État ont fait quelques travaux, on voit tout de suite ce que ça donne. Et puis on a regardé également la question du pont de Bretagne, parce qu'après Cheviré, eh bien, le premier ouvrage actuel existant, côté Bras de la Madeleine, c'est le pont de Bretagne. Or, on sait bien que le point de Bretagne aujourd'hui, si on voit qu'on a besoin d'augmenter fortement les relations entre l'île de Nantes et le Nord-Loire, et vous avez vu les chiffres de tout à l'heure, ils étaient quand même assez impressionnants, eh bien, soit il n'y a pas de nouvelle solution de franchissement, et qu'est-ce qu'on peut faire d'Anne de Bretagne pour essayer d'en augmenter le potentiel? Eh bien, c'est ce que l'on a regardé, on commence par ça. Donc, rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un travail d'exégèse sur la technique des ouvrages. Ce n'est pas le but, ce n'est pas l'intérêt, c'est simplement pour camper les idées sur qu'est-ce qu'on peut faire de ce qui existe. C'est ça l'intérêt de la démarche. Donc, vous avez, entre le haut et le bas et le milieu, différentes solutions qui ont été imaginées. Là aussi, on ne s'est pas bridé dans l'étude des solutions possibles. D'abord, on a regardé qu'est-ce qu'on était capable de faire sur l'ouvrage existant, sans rien rajouter d'autre à côté. Je vais revenir après sur les détails. Ensuite, on a regardé des solutions où on accolait un autre ouvrage à côté ou à proximité immédiate du point de Bretagne actuel pour avoir de la capacité complémentaire. Dans tous les cas de figure, vous remarquerez qu'il y a des petites couleurs sur mes différents graphiques et qu'il y a systématiquement des véhicules verts qui représentent des transports en commun. Là aussi, on pourrait voir comme ça de loin que ça ressemble à des bus, on pourrait même imaginer des chronobus, mais non, il faut le voir transport en commun au sens générique, ça pourrait être du tramway, pourquoi pas, du busway, du chronobus, peu importe. L'idée, c'est qu'en tout cas, on est convaincu qu'il y a un besoin complémentaire d'offres de transport en commun pour franchir la Loire, pour relier les secteurs en devenir. J'ai évoqué tout à l'heure les développements sur Rezé, le Sud-Loire en général d'ailleurs, sur l'île de Nantes, sur le Nord-Loire, il faut bien aussi que les transports en commun prennent leur part des besoins de déplacement de demain. Et vous savez bien que depuis une trentaine d'années, l'ambition de la métropole sur le sujet est forte, elle n'est pas remise en cause, au contraire, elle est confortée. Donc il y a un enjeu majeur, et aujourd'hui, sur le pont Anne de Bretagne, aujourd'hui, il n'y en a pas. On n'a qu'un peu d'espace pour les piétons, un peu d'espace pour les vélos, pas beaucoup d'ailleurs, et on n'a rien du tout pour les transports en commun. Donc dans tous les cas de figure, il nous semble être un incontournable, et puis ça participe aussi de cette idée du maillage du réseau de transport en commun. Nous avons l'habitude de dire que, historiquement parlant, notre réseau est un réseau en étoile, en tout cas le réseau structurant de transport en commun, et que le besoin de demain, c'est d'aller vers un réseau plutôt en toile d'araignée, c'est-à-dire un réseau un peu mieux maillé, un peu mieux quadrillé. Et que du coup, étoffer les axes de transport en commun au site propre, nord-sud, comme il faudra les étoffer en est-ouest, c'est une nécessité. Le pont de Bretagne peut offrir cette alternative-là, comme aujourd'hui les ponts Récite-Briand-Clémenceau le font avec le busway, et comme les autres ouvrages avec la ligne 2 et 3 de tramway le permettent. Donc on a besoin de mettre un transport en commun, et comme c'est des points toujours difficiles, les franchissements de Loire, il nous semble indispensable de faire en sorte qu'ils soient en site propre, si on veut garantir leur performance et donc derrière l'intérêt de les utiliser. Deuxième élément, il nous faut des espaces pour les vélos, et beaucoup d'espace pour les vélos. Vous savez que l'ambition à 2030, c'est que la part du vélo, sur tous les déplacements de l'agglomération, représente au moins 12%, alors qu'on était hier à 2%. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le mode dans l'espérance que se sont donnés les élus, doit progresser le plus fortement. C'est énorme, passer de 2 à 12. Il faut imaginer ce que ça peut représenter. Ça veut dire que sur un franchissement, ça veut dire plusieurs milliers de franchissements de vélos tous les jours. Là, aujourd'hui, sur le pont de Bretagne, on doit se situer à quelques centaines maximum. Donc c'est une multiplication par 10 ou par 20 du volume de vélos sur un ouvrage comme le pont de Bretagne.
eh ben, ce n'est pas assumable si on ne leur dédie pas des espaces relativement conséquents, parce que sinon on aurait même des bouchons de vélo. Alors c'est tout l'espoir qu'on peut avoir un jour d'avoir des bouchons de vélo, hein. Mais en tout cas ça ne serait pas ni sécurisant, ni satisfaisant, ni un appel à l'usage du vélo, ce qui serait quand même dommage, puisque c'est ce dont on veut faire la promotion. Il nous faut aussi plus d'espace pour les piétons. Vous savez qu'il y a le projet que développe la métropole et la ville de Nantes depuis longtemps, c'est de faire en sorte qu'on raccourcisse les distances psychologiques qui relient les abords du Sud-Loire, l'île de Nantes et le centre-ville de Nantes tel qu'on pouvait le connaître historiquement parlant. Et en réalité, quand on regarde bien, en un quart d'heure, 20 minutes de marche à pied, on peut faire déjà beaucoup de choses en traversée de Loire. Hein ? Eh bien, simplement, il faut qu'il y ait des espaces de qualité. Si on veut que le vélo... On l'a vu d'ailleurs, hein, chaque fois qu'on a fait de la requalification d'espace public, et on le voit dans le centre-ville de Nantes, à chaque fois, on a vu augmenter le volume de déambulation à pied. Eh bien, il nous faut faire ça également sur des ouvrages comme celui-là, qui est au cœur même du développement de demain de la centralité métropolitaine. Surtout si après, le secteur de la Petite Hollande se trouve également un peu mieux traité pour les piétons qu'il ne l'est encore aujourd'hui. Et il nous faudra quand même faire passer des voitures. Et je rappelle qu'aujourd'hui, en tout cas dans nos prévisions à 2030, normalement, nous aurions, sans solution nouvelle de franchissement, plus de voitures à faire passer. Donc vous voyez que l'équation elle est un peu compliquée. C'est pour ça qu'on a imaginé des solutions d'ajout ou pas. Quand on est dans la solution du bas, qu'est-ce qu'on fait en fait ? Eh bien, en centrale, et ça supposerait quand même de... Je le fais court, hein, resolidifier le point de Bretagne, mais on aurait moyen de mettre un site propre pour les transports en commun. On laisserait une file de circulation pour les voitures. Une file. Ça veut dire que là, on est dans une équation compliquée, parce qu'aujourd'hui, il y en a 2 ou 3 selon l'essence. Donc, revenir à une file, ça veut dire qu'on va diviser par 2 la capacité de circulation des voitures. Là, il faudrait qu'on l'augmente. Donc déjà, on est dans une impasse. Faut le voir comme ça. Et puis, on créerait des encorbellements sur les côtés, les 2 côtés du pont de Bretagne, pour pouvoir y accueillir un peu plus d'espace dédié aux piétons et aux vélos. Ça, c'est la solution minimaliste qui coûte quand même, selon ce que l'on ferait, elle coûte quand même, c'est à peu près de l'ordre, on est plutôt dans la fourchette des 8 millions d'euros. Et puis on a regardé, parce que si on veut faire plus, si on veut offrir plus de capacité de franchissement pour tous les modes, eh bien on a regardé des solutions supplémentaires, c'est-à-dire celle du milieu, on a une passerelle qui est plutôt dédiée, enfin une passerelle non, un pont qui est plutôt dédié au transport en commun, et également qui pourrait accueillir des capacités d'accueil des piétons, alors, ça peut être des vélos aussi, peu importe, mais qui est accolé, ce qui fait que l'ouvrage actuel, avec également ou pas encorbellement, développe également des capacités pour les vélos et piétons, que on maintient les mêmes capacités qu'aujourd'hui pour les voitures. C'est une solution intermédiaire, c'est celle du milieu. Et puis il y a la solution troisième, qui est une variante de la précédente, où on garde toujours les transports en commun sur le point actuel de Bretagne. On y laisse également une file voiture. On met sur les à-côté des piétons et on crée une passerelle plutôt dédiée mode doux, piéton-vélo, à côté. Donc, vous voyez, on a balayé à peu près les 3 champs de figure possibles. Le coût, selon forcément, plus on crée un ouvrage à côté, et plus cet ouvrage est dédié à des modes lourds, je pense notamment à celui du milieu où on a des transports en commun, eh bien, plus la solution est chère. Et c'est pour ça que dans la solution la plus chère, on avoisine plutôt les 26 millions d'euros. C'est-à-dire qu'en étoffant la capacité du secteur Pointe de Bretagne, les solutions peuvent représenter quand même des coûts plus ou moins importants, mais dans un rapport à peu près de 1 à 3. Premier élément. Deuxième, Cheviré et Bellevue, les 2 sont importants. Et dans les 2 cas de figure, il nous semble que, à la fois, pour être très honnête, on ne peut pas attendre de grands miracles de la capacité de ces ouvrages-là, mais en même temps, on peut quand même gagner en optimisation. Alors, le fait du hasard fait que ce matin, nous étions avec le préfet dans une conférence de presse où était annoncé le lancement d'une expérimentation qui va démarrer dans quelques jours sur le pont de Cheviré, périphérique extérieur, c'est-à-dire celui qui traite le sens nord vers sud. Et on a évoqué également une 2e expérimentation qui va démarrer en juin de cette année 2015 également, pour tester l'augmentation, ou en tout cas la réduction des congestions qu'on connaît aujourd'hui sur Cheviré. En quoi ça consiste ? Là aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail. Premier élément, on va expérimenter une régulation des accès sur les bretelles.
avec des systèmes de feu dynamiques et des boucles de comptage dans le sol sur les bretelles d'accès au périphérique et sur le pont de Cheviré lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, on régule l'accès des voitures sur le périphérique pour limiter le moment où va se former un bouchon, qui se formera quand même, mais pour qu'il se forme plus tard et qui dure moins longtemps. Ça, c'est la première expérience qui va démarrer là dans quelques jours. Et il y a une deuxième expérience qui va être démarrée dans quelques semaines, en juin. C'est une expérience dans laquelle nous allons changer l'affectation des voies du pont de Cheviré pour avoir 2 fils continus sur l'anneau que représente le périphérique, alors qu'aujourd'hui, pour ceux qui l'empruntent en voiture, quand vous êtes sur la file de gauche, vous devez vous rabattre sur la file de droite. Et forcément, on sait que toute voirie, surtout quand on a un trafic dense, dès qu'on organise des croisements, eh ben, on crée un bouchon de fait. Donc c'est pour traiter une des deuxièmes sources de formation du bouchon du pont de Cheviré. Ces expériences-là, on va voir ce qu'elles vont donner. Elles vont donner l'objet d'évaluation. Si ça marche bien, on pourrait imaginer de le décliner à la fois sur le périphérique intérieur, et puis on pourrait l'envisager plus tard également sur le pont de Bellevue, voire pourquoi pas sur d'autres sections du périphérique. L'enjeu, c'est de gagner 5 à 10% de capacité. Alors c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. C'est beaucoup parce que 10% d'un ouvrage qui transporte 100 000 ou qui permet le franchissement par 100 000 véhicules jour, ça nous fait une capacité de 10 000 véhicules jour supplémentaires. Donc en soi, c'est pas neutre, c'est déjà des chiffres majeurs. Hein. C'est l'équivalent à peu près du pont Tabarly d'aujourd'hui, pour vous donner des éléments de repère. Hein. Donc c'est comme si, sans changer rien, simplement avec ces systèmes de régulation, si ça marche, l'expérience devra le démontrer, on avait créé déjà une petite capacité. En même temps, c'est faible parce que c'est loin de répondre aux besoins que je vous ai présentés tout à l'heure à l'horizon 2030. Ça couvre une partie du problème, mais qu'une seule partie du problème. À peu près un tiers du besoin de demain. À peine un tiers. Et si ça marche? Parce que si on n'est qu'à 5%, c'est qu'on n'est qu'au 1/6 ou 1/7 du besoin de demain. Mais c'est important parce que, il faut le faire. D'abord parce qu'en plus, ce sont des solutions de court terme. Et donc, parce qu'avant, on verra tout à l'heure, il y a d'autres solutions. Hein. Avant de faire un jour un tunnel ou un pont mobile ou peu importe, il va s'écouler il va s'écouler quelques années quand même. Ça, c'est des solutions qui peuvent commencer à se mettre en œuvre. La preuve, on va l'expérimenter bientôt assez rapidement. Voilà pour tout ce qui relève de l'optimisation de l'existant, là où on a des vrais besoins, des vraies tensions. Deuxième solution que nous avons investie, le transport par câble. Alors c'est intéressant parce que c'est vrai que depuis quelques années maintenant, d'ailleurs historiquement pas trop en France et plus dans des pays plus lointains, je pense à l'Amérique du Sud, mais il y en a aussi en Asie, le transport par câble. Alors chez nous, qu'on a l'habitude plutôt de voir aux périodes où on va faire du ski en montagne, apparaît comme une solution de transport de passagers, parfois d'ailleurs de vélo, et maintenant aujourd'hui il y a des solutions vélo éprouvées aussi, hein, mais qui s'intègrent dans des paysages urbains et qui peuvent répondre à un certain nombre de problématiques de franchissement. Alors je ne vais pas trop étoffer parce que notre ami tout à l'heure va pouvoir développer cette partie-là, mais nous l'avons regardée pour voir en quoi elle peut apporter une solution à nos besoins de franchissement à 2030. Le transport par câble, il a des avantages. Il a aussi quelques inconvénients, et puis il a aussi des cibles de réponse particulières. Par définition, dans un transport par câble, on y voit des piétons dans des cabines, plus ou moins fréquentes. On peut y voir des vélos selon la manière dont sont constituées les cabines. Par contre, par définition, on ne va pas y voir de voitures. Autrement dit, le transport par câble, il gère les déplacements des modes doux d'un point à un autre. Il peut relier des axes de transport en commun, c'est assurer le chaînon manquant entre deux axes structurants d'un transport en commun, mais il ne répond pas à la problématique de besoin d'avoir des espaces dédiés au franchissement par les voitures. Donc il faut bien l'avoir en tête, ça peut être une réponse, une partie d'une réponse à un problème, mais pas la totalité de la réponse à un problème. Ensuite, les caractéristiques du transport par câble, c'est qu'il peut monter très vite. C'est-à-dire qu'il peut très vite dégager un gabarit fluvial, par exemple, hein, fluvial ou maritime. Il peut, il peut ne pas créer de contraintes particulières aux usages sur le fleuve qu'est la Loire. En général, d'ailleurs, quand dans le monde des transports par câble ont été mis en œuvre dans un milieu urbain, et d'ailleurs dans les projets français qui existent aujourd'hui, en général, c'est fait pour franchir des obstacles considérés comme compliqués à franchir. Des voies d'eau, des dénivelés importants, des voies autoroutières auxquelles souvent sont accolées des voies ferroviaires. Ça peut être
traverser des rades, je pense notamment par exemple à Brest. Donc c'est des cas de figure comme ça. Or nous, on pourrait dire que finalement la Loire représente un peu un objet de ce type-là, puisqu'on a besoin de franchir un fleuve et qu'on peut avoir des contraintes, notamment de navigation ou d'usage de la Loire. Donc ça peut être une solution intéressante. Ce qui est intéressant avec le transport par câble, c'est qu'il offre également, finalement, des temps de déplacement assez intéressants. Alors, il est en site propre intégral, par définition, parce qu'il est au-dessus, hein, donc il n'a pas les feux, il n'a pas les piétons qui traversent, etc. Donc, même si sa vitesse est finalement pas excessive, pour autant, le fait que ce soit un avancement continu lui permet, en zone urbaine, d'offrir des temps de déplacement intéressants. L'inconvénient du transport par câble, et vous allez vite le comprendre par rapport, je vais prendre l'exemple d'un tramway ou d'un bus traditionnel, c'est que autant le tramway et le bus peuvent s'arrêter tous les 300 mètres pour prendre les clients du réseau de transport en commun les plus proches des zones où ils veulent aller, autant en transport par câble, on fait une station à un endroit donné et celle d'après, elle n'est pas à 300 mètres. Hein. Au plus court, mais l'expert le dira tout à l'heure, mais elle est à 1 km, et souvent l'idée c'est d'avoir d'ailleurs un espacement important entre stations. Mais ça veut dire que pour qu'il se justifie, il faut qu'à la station où on s'arrête, on soit capable de capter énormément de monde. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit un lieu, là où on met la station, qui soit un lieu de forte densité, ou un gros pôle d'échange. Hein ? Autre élément, je le dis parce que tout à l'heure on parlait paysage. Alors après, ça plaît ou ça plaît pas. Hein. Moi, je ne juge pas les goûts et les couleurs de chacun. Simplement, on peut avoir un habillage des pylônes et des stations, surtout quand on veut s'élever assez haut pour franchir un gabarit de 50 mètres par exemple. Les pylônes restent des objets quand même qui marquent le paysage. Alors, c'est un élément de choix, je ne dis pas qu'il est déterminant, mais c'est un élément qui fait partie du sujet. Autre élément, particulièrement quand on veut l'insérer en zone urbaine, c'est que c'est la problématique du survol. Et aujourd'hui, dans le droit français, on ne peut pas imposer à des habitants qu'on survole leur habitation par un transport par câble. Donc soit on arrive à obtenir à l'amiable un avis favorable de tous les résidents du corridor où situerait le transport par câble, ou on les exproprie. Vous imaginez qu'en zone urbaine, déjà, ça veut dire qu'il faut peser les lieux où on le fait. C'est en général, c'est-à-dire que le transport par câble, il doit passer dans des corridors où il n'y a pas une densité forte à proximité immédiate, parce que ça poserait quelques soucis. Autre élément, c'est que notre transport par câble, il faut qu'on regarde en quoi, qu'est-ce qu'il peut relier pour intégrer les caractéristiques. Et puis, en général également, il va tout droit entre deux stations. Il peut tourner, mais à ce moment-là, il faut qu'on ait une station qui permette aux cabines de changer d'angle. Hein, donc ça veut dire que chaque fois qu'on a besoin, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un système, on n'est pas dans un bus où on va organiser, ou une piste cyclable, où on va organiser en fonction de la typologie de notre territoire, de notre espace public et de son histoire, un itinéraire. Comme on l'a fait même pour le tramway, parce que quand on regarde le tramway à Nantes, il y a des cas où on le voit, il suit les méandres de l'Erdre quand il monte sur l'université, et ainsi de suite. Là, on est quand même obligé d'avoir des espaces un peu rectilignes, même si, encore une fois, on peut infléchir les courbes. Donc voilà les champs dans lesquels se situe le transport par câble. Il y a quand même un autre élément qu'il faut aussi avoir en compte, parce que ça fait partie de l'appréciation que l'on peut en avoir, c'est que même si les cabines sont extrêmement fréquentes, on peut descendre à une fréquence de toutes les 10 ou 12 secondes entre cabines, pour autant la capacité d'embarquement dans ces cas-là est limitée. Et ça veut dire que quand vous avez par exemple un tramway, imaginons un tramway à Gare Maritime qui déverse 100-150 personnes, le temps qu'on soit capable d'étaler les 150 personnes, il y a quand même une file qui se crée. Hein. C'est d'ailleurs ce que vous vivez quand vous voulez emprunter l'hiver, au moment des périodes de février, votre télécabine pour aller rejoindre votre point de départ de votre parcours à ski. C'est qu'à un moment donné, il y a un bouchon de piétons en attendant que tout le monde puisse passer et franchir. Donc c'est ça aussi, je dis ça, c'est pour faire tomber un peu les mythes. Je le fais de manière un peu provoque, je suis désolé, mais puis c'est un peu si pédagogique, mais c'est faire tomber un peu les mythes du qu'on imagine très fluide, on arrive, on monte, on redescend, etc. En zone urbaine, soit ça transporte peu de monde et c'est très fluide, ce qui est le cas d'ailleurs, parce qu'il y a eu quelques exemples en Europe que vous connaissez, notamment souvent liés à des expositions universelles, il y a le cas en Espagne, il y a le cas à Londres. Or ça va bien parce que ça transporte très peu de monde, donc c'est très fluide, etc. Mais dès qu'on est dans des secteurs où il y a une forte densité de besoins de franchissement,
ça n'a pas tout à fait ça a théoriquement la capacité d'un bus de grande capacité, d'un busway même, ou d'un tramway, pourquoi pas, mais ce n'est pas les mêmes conditions de gestion de la montée, dans le système. Alors, on a regardé différents secteurs où le mettre. On a regardé un secteur qui se situe, grosso modo, c'est pas pour rien si j'ai pris Gare Maritime, ouest de l'île de Nantes. Alors, ne prenez pas mon tracé comme un tracé précis au sens où on ferait une étude, projet, etc. On est plutôt sur une perspective. Donc, l'idée, c'était de dire, si on fait un transport par câble, c'est pour relier des zones à très fort potentiel. Donc, Gare Maritime, parce que c'est là qu'on a un pôle d'échange transport en commun, et notamment la ligne 1 de tramway particulièrement. La pointe ouest, encore une fois, regardez pas la station spécifiquement, mais parce que c'est là où on a une forte densification du territoire, le CHU, la ligne C5 qui arrive aujourd'hui. Et puis, de l'autre côté, côté Rozay-les-Îles, parce qu'on a aussi un projet de développement important, puis on s'est dit pourquoi pas regarder le prolongement pour relier la ligne 3 de tramway au sud. Comme ça fait un élément de maillage complémentaire. Donc ça, c'est une des premières solutions qu'on a regardées. Et vous voyez à peu près les chiffres de ce que ça permet de faire, et puis des petits dessins qui vous présentent ce que ça peut représenter, quelques stations. Le coût d'opération, rien que les 30 millions d'euros, ce n'est pas pour la totalité, c'est juste pour le petit trait bleu de franchissement de la Loire. Donc c'est quand même, et si on voulait aller complètement de l'autre côté, on serait sans doute sur des budgets autour de 100 millions d'euros. C'est moins cher qu'un certain nombre d'autres solutions. Ça reste quand même des objets qui représentent un coût non négligeable. Autre image, on a regardé également ce que ça pouvait donner si on était plus à l'ouest comme élément complémentaire. Je vais aller assez vite là-dessus. Très clairement, le transport par câble n'a que très peu d'intérêt, pour ne pas dire aucun, mais ça serait désobligeant, sur cette partie ouest. Pourquoi ? Parce qu'on l'a vu tout à l'heure. Les besoins de franchissement à cet endroit-là, qui vient en compensation de Cheviré ou en complément de Cheviré, il nécessite essentiellement d'arriver à faire transiter des voitures. Et on n'a pas de densité suffisante pour permettre d'avoir un volume de piétons ou de vélos suffisamment conséquent pour justifier un tel investissement sur le secteur. Le pont à transborder. Alors, le pont à transborder, c'est encore un objet mythique dans l'agglomération nantaise et qui est une solution qui a existé et qui peut offrir des conditions spécifiques de franchissement, sachant que dans un pont à transborder, alors je ne vais pas rentrer dans les détails techniques là non plus, mais soit vous avez une nacelle qui fait un va-et-vient d'un côté, de l'autre, ou vous avez potentiellement deux nacelles qui se croisent. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, la nacelle, elle peut être plus ou moins dimensionnée. Et au fond, d'ailleurs, techniquement, et on a beaucoup travaillé ça avec les ingénieurs qui ont bossé sur le sujet, qui proposent le projet, on peut y faire transiter presque tout ce qu'on veut, même, pourquoi pas, des tramways. Techniquement, ça serait faisable. Après, c'est des nacelles qui sont... les pylônes ne sont pas tout à fait les mêmes pour soutenir l'objet. C'est pas le même dimensionnement en longueur, mais techniquement, c'est faisable. L'intérêt du pont transborder, c'est que du coup, là aussi, il libère de l'espace au niveau aérien. Il nous permet de garantir la maintenance d'activités fluviales ou maritimes, selon l'endroit où on le met. Il permet d'accueillir des volumes assez conséquents de piétons et de vélos. On a dit tout à l'heure, je l'ai dit tout à l'heure, il peut assumer également des transports en commun. Il peut même assumer des voitures. Pour autant, le problème, c'est que pour ce qui est... donc autant c'est bien pour les modes doux, autant pour les transports en commun, plus la fréquence du transport en commun est forte, moins ça devient jouable, surtout si on est dans une logique de navette qui fait son va et son vient, c'est-à-dire que le temps de la traversée aller-retour fait que pendant ce temps-là, le véhicule de transport en commun il est bloqué, donc c'est quand même pas aussi souple et fluide que ce que l'on a sur un ouvrage classique de franchissement, un pont par exemple. Deuxième élément pour les voitures, la capacité de transit des voitures est certes non négligeable, mais elle est loin de correspondre à la fois aux besoins que nous avons estimés et surtout dans un secteur de densité urbaine comme celui de la proximité du centre-ville. Et donc, du coup, le problème, c'est pas tant les volumes de franchissement, mais si le besoin est fort, il faut organiser, c'est comme un bac, il faut organiser de part et d'autre des zones tampons où on va stocker les voitures qui vont se présenter en attendant qu'elles puissent traverser. Et auquel cas, en zone urbaine,
vous imaginez qu'en proximité des bords de Loire, s'il faut reconstituer des parkings énormes avec des capacités de l'ordre de 100-200 voitures à stocker en attendant qu'elles puissent traverser, et on peut même avoir, selon les besoins, il faudrait attendre 2-3 passages de pont transborder pour franchir en voiture. Clairement, il nous semble que ce n'est pas une solution adaptée à des besoins de franchissement voiture. C'est une solution intéressante pour les franchissements mode doux. Ça peut l'être pour des lignes de transport en commun de faible ampleur, mais ce n'est pas ce qu'on envisagerait dans le périmètre en question. Donc ça ne répond pas, de notre point de vue, bien aux besoins de transport en commun. Mais par contre, ça répond bien en mode doux. Alors pour nous, vu quand même l'enjeu que représente le coût d'un objet de ce type-là, c'est qu'il renvoie à autre chose. C'est-à-dire que le pont transborder nous semble avoir du sens si, en plus d'assumer des fonctions de franchissement pour les modes doux, il répond à un autre enjeu, qui est un enjeu touristique. C'est une sorte de phare touristique dans l'agglomération, un peu comme Londres, là, avec quelques équipements ou quelques villes européennes ou Mont-Londres. C'est un élément emblématique qui attire finalement un intérêt touristique et qui crée une dynamique économique autour du tourisme que ça peut représenter. D'ailleurs, les promoteurs du projet ont même développé l'idée d'avoir un pont transborder avec un pont-rue qui passe en hauteur, tout en haut du système. Vous le voyez d'ailleurs dessiné, avec pourquoi pas des commerces, des restaurants, etc. Auquel cas, c'est plus tout à fait le même objet. C'est plus qu'un objet de déplacement mobilité, ça devient un objet touristique. Et il nous semble que le pont transborder devient potentiellement, si un jour il doit être choisi, devient un objet qui réponde d'abord à une problématique d'enjeu touristique économique, puis ensuite à une fonction mobilité. Mais ce n'est pas la mobilité qui peut fonder le choix tout seul de faire une solution de type transborder. J'ajoute que les 80 millions d'euros, c'est la solution de base où il ne fait que garantir le transport sur la nacelle et que si on rajoute un pont-rue, le coût augmente sans doute, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais on est plutôt dans les fourchettes des 120 millions d'euros vraisemblablement. La navette fluviale, elle existe aujourd'hui et on a vu que dans l'agglomération nantaise, les fonctions de passeurs, celles qui permettent d'aller d'une rive à l'autre, on le voit sur l'Erdre, on le voit sur la Loire, elles offrent un intérêt particulier. Un intérêt à plusieurs titres. D'abord parce que, je l'avais évoqué la fois précédente, la navette fluviale, c'est le moyen d'aller bosser le matin en faisant une mini-croisière. Et c'est pour ça que, là aussi, ça renvoie à une autre image que celle qu'on a habituellement des transports en commun, où on se sent parfois un peu serré, voire incommodé, dans un système de transport, entre guillemets, de masse. Je le dis volontairement péjoratif, les transports ont beaucoup de qualité, je les défends par ailleurs. Mais c'est ça qui fait qu'il y a un engouement réel pour les fonctions de type passeur. Dans lesquels, d'ailleurs, on retrouve non seulement des gens qui vont travailler, etc., mais on trouve aussi beaucoup de gens qui se déplacent par loisir, même des touristes, d'ailleurs. Puis pour le prix du ticket de transport en commun, ça fait pas cher la navette sur la Loire. Donc, ça répond à ça. Mais pour autant, ça peut apporter son complément pour transporter des personnes. Là aussi, par définition, la navette fluviale, ça répond à des besoins de franchissement à pied et à vélo. C'est ce qu'on a aujourd'hui avec les passeurs. Donc, si c'est pour répondre à ces besoins-là, ça peut être une solution. Mais ça ne peut pas répondre à tous les besoins de franchissement. Et je dois dire également, on le voit, la navette que l'on a actuellement entre Trente-Maux et Gare-Maritime, elle transporte à peu près 1000 personnes jour. C'est beaucoup en soi, c'est déjà beaucoup, mais c'est très faible. Les besoins de demain, c'est plus de 100 000 par jour par rapport à aujourd'hui. Ça veut dire que même si on doublait ou on triplait la capacité des navettes fluviales d'aujourd'hui, en soi, on ne répond qu'à 3% de la problématique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais ça veut dire que si on le fait, parce que c'est moins cher que d'autres types d'ouvrages, si on le fait, c'est qu'on sait qu'on le fait pour répondre à une partie des besoins, mais ce n'est pas la réponse miracle à la totalité des besoins. Et on a regardé différentes solutions, je vous les présente assez rapidement, et encore toutes ne sont pas listées là-dessus, pour regarder où est-ce qu'on peut les situer, pour là aussi assurer les fonctions de passeurs à différents endroits de la Loire, notamment, pourquoi pas, Trente-Maux vers le secteur du Bas-Chantenay en perspective de développement important, et puis d'avoir d'autres modes de liaison entre l'île de Nantes et Gare-Maritime, entre l'île de Nantes et puis le secteur de Trente-Maux, par exemple. Et on pourrait même, d'ailleurs, ce qu'on a regardé dans nos simulations, y adosser des parcs relais, des rabattements de transport en commun, si nécessaire. Alors après, on rentre dans les familles ouvrages nouveaux. Et donc, on a, sur le bras de la Madeleine, identifié
deux familles de solutions. Donc là, on n'est pas dans l'idée de tout à l'heure où on regardait ce qu'on pouvait faire à côté du pont de Bretagne. Là, l'idée, c'est quel est l'intérêt d'avoir un franchissement supplémentaire, plus vers l'aval, constitue grosso modo entre un petit peu plus loin Gare Maritime et puis le débouché de l'axe de la C5, Prairie-au-Duc notamment. Et il y a deux façons de le traiter. Soit on en fait quelque chose de plus light, c'est-à-dire dédié au mode doux, une passerelle, ou on en fait un ouvrage plus consistant, dédié à tous les modes, capable de supporter des transports en commun et des voitures, des vélos et des piétons. Donc on voit bien qu'un ouvrage de ce type-là, alors il a des avantages et des inconvénients. Là pour l'instant je suis dans la situation des ouvrages fixes. Alors un ouvrage fixe, par définition, il a un gros inconvénient, il faut le reconnaître, hein, c'est qu'il obère, sauf pour certains bateaux qui sont au gabarit du fluvial, il obère, il hypothèque toute capacité à faire remonter un petit peu plus loin donc des bateaux de plus grand gabarit. Alors on parle du Belém, ça peut être aussi les trimarans qui viennent remonter à Nantes ou d'autres bateaux emblématiques sur le secteur. Donc forcément, il a un gros inconvénient de ce type-là, par définition, même s'il maintient la navigation fluviale. On a vu qu'ici, l'ouvrage, il offre un élément de complément intéressant, parce que il permet de soulager, je redirai tout à l'heure avec le pont mobile, mais dans tous les cas de figure, c'est un ouvrage qui vient soulager Anne de Bretagne. L'intérêt de mettre un ouvrage à un tel endroit, c'est que, il augmente la capacité de franchissement, de proximité de la centralité, il soulage le pont de Bretagne, ça veut dire que le pont de Bretagne, on peut réduire le volume dédié à la voiture pour davantage développer la place qu'on peut accorder aux piétons, aux vélos et aux transports en commun. Et non seulement il soulage le pont de Bretagne, mais il soulage le quai de la Fosse, qui est quand même aujourd'hui une section qui est très routière, de physionomie. Et si un jour, mais c'est des questions de choix, je vous l'ai dit pour que vous compreniez à la fois la complexité, mais aussi toutes les portes d'entrée du sujet, c'est que si un jour on veut faire des quais de Loire un espace qualitatif où de déambulation et on donne de l'espace aux piétons, aux vélos, au transport en commun et moins à la voiture, qu'on requalifie ce bord de Loire, eh bien, faudra bien qu'on mette les voitures ailleurs. Et c'est vrai que créer un franchissement plus à l'aval offre notamment des deux voitures, offre cette opportunité de réduire la place prégnante de la voiture fortement, telle qu'elle est aujourd'hui, sur le quai de la Fosse. Autre élément, les solutions de type mobile. Alors, pareil, que ce soit les passerelles ou les ouvrages tout mode. Alors, l'avantage d'un pont mobile, il y a plein de solutions pour rendre des ponts mobiles. Là aussi, je ne vais pas les détailler. Entre ceux qui se lèvent, ceux qui tournent, et même dans ceux qui se lèvent, il y a plusieurs façons de les lever. Ils lèvent d'un bloc ou alors ils se lèvent par chaussée, par travée complète. Je ne rentre pas dans les détails. Mais ça a un avantage, c'est qu'au moment où on l'ouvre, on relibère de la capacité à faire circuler tout type de navire que l'on peut souhaiter. Et on peut avoir, comme ça existe en différents endroits, des créneaux horaires dédiés à l'ouverture. Alors, c'est fonction de la marée, bien évidemment. On peut caler d'ailleurs la passe d'ouverture, parce que vous savez que pour les navigateurs, il y en a quelques-uns ici, je le sais, donc, qui utilisent ce bras-là. Le tirant d'eau n'est pas le même selon si on se situe côté île de Nantes, où là, il n'y en a pas beaucoup. Et il est plutôt donc, dans l'extérieur de la courbe de la Loire, donc plutôt sur les quais nord. Donc on peut mettre, et bien évidemment, l'enjeu, c'est si un jour on le fait, un ouvrage de ce type-là, ça serait de mettre la passe avec un gabarit large, parce qu'on pourrait avoir au moins 35 mètres ou pourquoi pas 40 mètres d'ouverture qui permet à tous les gabarits de bateaux de remonter. Alors, je citais tout à l'heure l'exemple du Belém, des trimarans, etc., tous ceux qu'on a l'habitude aujourd'hui de voir dans le secteur. Donc ça offre cet avantage-là. Ça a d'autres inconvénients. C'est que forcément le temps où c'est ouvert, du coup, c'est pas disponible pour le franchissement. Donc ça veut dire qu'il y a aussi une gestion des compromis à trouver entre les usages sur l'eau et puis les usages de franchissement. Et puis il y a un autre inconvénient aussi, c'est que c'est des ouvrages, plus c'est mobile par rapport à du fixe, plus c'est cher. C'est un peu la contrepartie de l'affaire. C'est cher à l'investissement.
C'est cher aussi parce qu'il faut le faire fonctionner. Bon, même si voilà, on a des coûts qui sont aujourd'hui de l'ordre de 25-50 millions d'euros. Alors la fourchette est large, hein, c'est simplement si on est sur des ouvrages dédiés au mode doux plutôt ou moins larges, eh bien on est plutôt vers les 25. Plus on est sur des ouvrages qui accueillent du transport en commun, de la voiture, du piéton et du vélo, plus on est dans la famille des 50 millions d'euros approximativement. Prenez ça comme des ordres de grandeur, hein, pas par des coûts projets actuellement. Hein. Alors, on est capable d'avoir des ouvrages assez fins, pour autant, parce qu'on le voyait aujourd'hui, les techniques le permettent, on peut avoir des ouvrages assez fins, comme d'ailleurs ça a été fait en différents endroits, en France ou en Europe, qui permettent de moins impacter, en tout cas, le paysage. Voilà, vous voyez les différentes configurations. Alors, tout est imaginable. On peut avoir simplement un transport en commun alternatif, c'est-à-dire que selon les heures du jour, eh bien, le transport en commun, il l'utilise en est-ouest ou en nord-sud ou en sud-nord, peu importe. On peut en avoir deux, on peut avoir plus ou moins d'espace. Plus c'est large, plus c'est cher. Voilà, pour faire simple, c'est à peu près ça l'idée. Hein. Alors, autre solution qu'on a regardée dans les ouvrages de franchissement, et en tout cas dans les lieux où on pourrait les situer, c'est du côté aval, donc à l'ouest de l'île de Nantes. Là, grosso modo, on l'a figuré entre Trentemoux et le Bas-Chantenay, où on a regardé les solutions de pont levant. Alors là, pour le coup, on n'est plus du tout dans la même configuration d'ouvrage que ce que je voyais tout à l'heure. Là, on était tout à l'heure dans des ponts, dans des ponts urbains. Hein. Là, on est d'abord parce qu'on a une largeur de Loire à traverser qui est importante, qu'en plus, il nous faut dégager des gabarits importants. On est plus dans des configurations façon pont levant de Rouen ou de Bordeaux, même si à Bordeaux, la largeur de la Garonne est quand même presque le double de ce que l'on a aujourd'hui sur la Loire. Mais quand même, c'est des ouvrages imposants dans lesquels, même s'il y a plusieurs solutions, on le voit bien, des tabliers qui se lèvent. Donc ça, je crois que c'est Rouen, de mémoire, oui, c'est Rouen celui-là. Donc on a des grands tabliers qui se lèvent, qui s'immobilisent, qui laissent passer des bateaux. Alors c'est plus gênant parce que là, le trafic du grand port maritime, il existe, hein, puisque vous savez tous que la zone d'évitage, elle est dans le secteur ouest de la pointe de l'île de Nantes. Et donc, du coup, on a quand même un nombre de bateaux et parfois des gros gabarits qui circulent. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même qu'on ait un ouvrage assez imposant, assez conséquent, avec des piles en Loire, dont les premières analyses que nous avons pu faire démontrent que quand même l'impact hydraulique est majeur, hein, puisque potentiellement on obère un tiers de la capacité du débit de la Loire. Donc, c'est quand même pas neutre et ça nécessiterait de toute façon des expertises lourdes sur les impacts que ça pourrait avoir sur le fonctionnement du fleuve lui-même. Et puis, ce sont des ouvrages qui n'ont pas la souplesse des ponts urbains mobiles, c'est-à-dire que même si on les ouvre, il suffit d'ailleurs pour ceux qui ont l'occasion ou qui ont eu l'occasion d'aller à Bordeaux, le pont, quand on envisage de faire passer un bateau, c'est 2 heures où la circulation est coupée. C'est quand même assez long. Et vous avez, j'y suis allé avec plusieurs élus et on l'a vu. On a eu la chance de tomber à un moment donné où un bateau passait, parce que la contrainte qui est fixée aujourd'hui dans le règlement d'usage, en tout cas de la voie d'eau, c'est que le pont doit être levé au moment où le bateau a quitté l'espace où il peut par sécurité réaccoster. Aucun marin ne s'engage s'il n'a pas la garantie d'un ouvrage ouvert pour pouvoir s'engager. Donc ça oblige de fait, et encore à Bordeaux, ils ont la chance d'avoir des pontons d'accotement de paquebots qui soient à proximité immédiate de part et d'autre de l'ouvrage, mais si on doit faire des pontons d'accotement plus loin, le temps de la levée de l'ouvrage est plus ou moins important. Donc si c'est pour avoir un ouvrage qui reste quand même assez longuement ouvert, ça pose un problème d'usage derrière et de réponse aux besoins de franchissement. Et on est sur des ouvrages dont le coût commence déjà aussi à être relativement conséquent. On le voit dans mon diaporama, où on est potentiellement autour des 200-250 millions d'euros au jour d'aujourd'hui. Alors, je ne reviens pas sur les lieux physiques qu'on a regardés. Après, ça renvoie plutôt à des études d'expertise de positionnement particulières.
Voilà à peu près les gabarits. Alors, l'impact sur le paysage n'est quand même pas neutre non plus, il faut bien le reconnaître. La capacité sur des ouvrages comme ça à répondre à des besoins de franchissement pour les modes doux devient quand même assez limitée. Autant dans un pont urbain relativement plat, on peut se l'assumer. En l'occurrence, là, les distances à franchir, les pentes sur les berges, bon, le paysage aussi, la moindre densité fait que de toute façon, ça répond peu. Bon, ça tombe bien, c'est pas vraiment le besoin non plus qui est fort au déplacement à pied, à vélo. Autre solution que nous avons inventoriée, les solutions de type tunnel. Sachant que dans les tunnels, on s'est assez vite positionné sur les solutions techniques de type tunnel en caisson immergée, dont les Hollandais se sont fait la spécialité, puisqu'ils en ont plusieurs chez eux, ils l'exportent d'ailleurs en différents endroits du monde. Et on a abandonné l'idée d'un tunnel forêt profond pour plusieurs raisons. D'abord le coût de conception de l'ouvrage, mais aussi le fait que plus on est profond, plus on sort loin ou on rentre loin, et donc plus on impacte forcément les projets urbains. Or, l'objectif, c'est quand même, on est quand même proche de la centralité, quel que soit l'endroit. Il faut quand même qu'on puisse avoir une capacité à organiser de l'urbanité autour. Et donc c'est pour ça qu'on l'a éliminé, qu'on s'est plutôt penché sur des solutions de type caisson immergée, qui donc affleurent le fond. Alors ils sont sous la vase, ils sont d'ailleurs plutôt dans la vase, même d'ailleurs, mais ils libèrent totalement le tirant d'eau actuel de la Loire. Et là, on a identifié différents faisceaux avec des orientations plus ou moins différentes. Je ne rentre pas dans les détails. Ce sont des solutions qui peuvent être intéressantes, qui renvoient essentiellement à une capacité de franchissement voiture, qui peuvent permettre, d'ailleurs comme le pont Levant situé entre Trentemou et Chantenay, dans les deux cas de figure, à la fois ça peut libérer des franchissements de chevirés actuels, comme ça peut libérer des franchissements par l'île de Nantes. C'est-à-dire qu'en fait, tous ceux qui vont du sud-ouest au nord-ouest sans avoir passé par l'île de Nantes, c'est vrai que c'est dommage de les envoyer sur l'île de Nantes, il faut reconnaître. Parce qu'on crée comme c'est le cas aujourd'hui d'ailleurs, on crée des circulations de transit par l'île de Nantes, par le cœur de la métropole de demain, qui n'ont pas de raison d'être, puisque les gens s'y arrêtent pas, ils ne font qu'y passer. Donc si on peut les amener ailleurs, c'est quand même pas plus mal. C'était l'intérêt d'avoir inventorié les solutions de type pont-levant ou tunnel. Donc ces solutions de tunnel, elles répondent essentiellement à des besoins de déplacement moyenne distance, à l'échelle de l'agglomération, plutôt dédié voiture, même si on le voit notamment aux Pays-Bas, on peut avoir des usages dédiés aux modes doux, aux piétons et aux vélos, d'autant que la traversée de la Loire est finalement relativement courte, c'est les 200 mètres dont je parlais tout à l'heure, et que notamment quand on regarde, je crois que c'est sur la diapo d'après, voilà, quand on regarde la manière dont peuvent se composer les caissons immergés, on peut avoir des émergences en limite du bord de Loire de part et d'autre, pour faire descendre par un puits, alors des escalators, des ascenseurs, peu importe, des piétons et des vélos pour qu'ils traversent les 200 mètres. Après, on peut chacun avoir un avis sur le fait de savoir est-ce que c'est qualitatif que transiter par un tunnel, mais ça, je laisse à chacun l'appréciation. Ceci, c'est intéressant, parce que quand vous allez à Rotterdam, par exemple, ou à Amsterdam, vous voyez qu'il y a des densités de vélos conséquentes pour traverser un bras de mer qui fait 600 mètres de long. Donc c'est pas impossible non plus, ça le fait. Vous savez que Lyon a profité de l'opportunité de devoir réaliser, c'est un peu l'image qu'on avait tout à l'heure, un tunnel de sécurité pour en faire un tunnel dédié au mode doux. Bon, on va voir ce que ça va donner en termes de fréquentation. Il est sur une grande distance. Bon, il faudra évaluer. Là aussi, en tunnel, il y a plusieurs configurations possibles. On peut le faire plus ou moins large. Plus c'est large, plus c'est cher. Ça, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est vrai pour les ponts, c'est vrai pour les tunnels en général. On est donc sur des équipements qui peuvent recevoir aussi du transport en commun, des voitures. Et on peut, encore une fois, comme je le disais, avoir un système étanche, dans un caisson étanche, recevoir des piétons et des vélos. Voilà à peu près les différents éléments. Je ne sais pas s'il y avait... Alors, juste avant de passer aux questions-réponses, et je ne doute pas qu'il va y en avoir de votre part, chers amis, pour resituer à peu près le panorama des solutions. D'abord, on voit bien que selon les solutions, je résume, je synthétise, mais chaque solution répond sans doute à une part de la problématique, plus ou moins importante, pas forcément à toute la problématique.
Et notamment, plus on est sur des solutions légères, plus on répond notamment à des problématiques mode doux, pas forcément à des problématiques voiture ou transport en commun, et que quand on veut répondre à des problématiques voiture et transport en commun, il faut qu'on soit sur des solutions de franchissement complémentaires. Vraisemblablement, c'est ma conviction, je l'ai évoqué, je la réaffirme clairement, les besoins de mobilité de demain devront nous permettre de piocher dans ces solutions, dans le panel des solutions, pour trouver des réponses aux besoins de mobilité qui seront les nôtres. Alors, en fait, on a essentiellement 3 questions, Monsieur Chevalier. La première question, c'est celle que se pose peut-être tout le monde ici, c'est si on se projette dans le temps, donc si on essaye d'envisager un séquencement, est-ce que y a-t-il un séquencement imaginable des mises en œuvre de ces solutions et réalistes au regard à la fois des enjeux urbains et des contraintes financières qui se dessinent? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des hypothèses de projection dans le temps qu'on peut évoquer ce soir? Alors, quelques éléments d'appréciation pour répondre à la question. D'abord, vous avez vu que selon les solutions techniques que j'ai balayées, certaines sont plus ou moins rapides à mettre en œuvre, d'autres plus ou moins longues. Je ne l'ai pas détaillé, mais un tunnel, il nous faudra bien 10-15 ans avant de le réaliser. Entre les études, les expertises, les procédures, on est sur des temps longs, de fait. S'il s'agissait de mettre en œuvre une navette fluviale, en 2 ans, ça peut être fait. Donc on voit bien que selon les solutions techniques qui pourraient être retenues demain, les temps de mise en œuvre sont plus ou moins longs. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément d'appréciation. Le développement du territoire ne va pas se faire en un jour. Heureusement, d'ailleurs, on serait bien embêté. Mais il va s'étaler sur la vingtaine, la trentaine d'années à venir. C'est-à-dire que chaque année va voir arriver son lot d'habitats supplémentaires, d'équipements supplémentaires. On a vu que le CHU était projeté pour 2023, par exemple. Bref, on a aussi le temps du développement urbain à prendre en compte. Donc nos solutions, elles ne sont pas toutes nécessaires immédiatement, mais elles devront suivre le besoin de mobilité. Et ça, c'est un élément de contrainte, parce que si elles ne le suivaient pas, ça veut dire qu'avec les mêmes ouvrages de franchissement et des besoins de franchissement qui augmentent, qu'est-ce qui va se passer ? C'est la congestion qui va augmenter. Et donc, il va bien nous falloir trouver des solutions. Par contre, oui, clairement, nous aurons à séquencer la mise en œuvre des solutions. Alors après, je ne rentrerai pas dans les jeux d'hypothèses. Je peux avoir mes propres préférences, mais c'est pas, je suppose, ça l'intérêt. Les élus auront à choisir en fonction des éléments d'appréciation qu'on a vus. En quoi les solutions répondent aux besoins ? Quelle est la capacité qu'on a à les rendre compatibles avec les autres approches, pas que les mobilités. Tu as dit que j'étais un spécialiste des mobilités, je t'en remercie d'ailleurs, mais je prends bien précaution à dire que des solutions de type franchissement, qui répondent à des problématiques de mobilité, ne peuvent pas être exclusivement pensées et choisies que sous l'angle des besoins de mobilité ou des réponses aux besoins de mobilité. Il faut que les solutions de demain intègrent toute l'approche que l'on a, tout le regard et la volonté qu'on a sur la Loire. Le paysage, la qualité, les ambiances, les berges, les activités sur le plan d'eau, à côté du plan d'eau. C'est tout ce faisceau de convergence qui doit permettre demain de critériser les différentes solutions et de dire celle-là nous semble convenir parce qu'on pense que voilà, les populations, ce à quoi elles aspirent, c'est ça, ça et ça. Et dans ce cadre-là, compte tenu de ces champs-là, voilà les meilleures solutions qui répondent aux problèmes. Donc oui, il faudra séquencer dans le temps, c'est un incontournable. Dernier élément d'ailleurs, j'ajoute, c'est que s'il fallait financer tout de suite, on serait incapable de le faire. Donc nous avons besoin de toute façon d'étaler la mise en œuvre progressive des solutions. Simplement, il faudra être vigilant au fait que les solutions accompagnent la dynamique de développement du territoire. Alors, est-ce qu'il y a un ou deux exemples européens qui vous ont le plus particulièrement marqué et que vous pourriez évoquer ce soir en précisant aussi comment ils peuvent éclairer les choix nantais ? Il y en a plusieurs, mais je vais commencer par un non-européen ou quelques non-européens, si vous permettez. Simplement, il y a une chose intéressante, c'est si vous allez en Chine, non pas que le modèle chinois me plaise beaucoup, c'est simplement qu'il y a eu beaucoup de construction de villes nouvelles en Chine. Et le parti pris de la Chine, c'était de faire en sorte que quand on construit une ville, souvent autour d'ailleurs d'un fleuve,
eh bien, ils ont fait en sorte d'avoir une solution de franchissement à peu près toutes les 400 mètres. Pourquoi ? Parce que quand ils construisent des villes, ce n'est pas des villes pour 500 000 habitants, c'est en général des villes pour 10 millions, 15 millions, 20 millions d'habitants, et qui savent très bien que l'enjeu, si on ne veut pas que tout le monde ait besoin de se déplacer en voiture, même s'ils y aspirent, les Chinois, il nous faut avoir suffisamment d'ouvrages de proximité pour que les déplacements à pied et à vélo prennent leur place. Et on sait très bien que l'espace occupé pour un déplacement à pied et à vélo, c'est l'espace le plus faible. C'est déjà un peu plus important pour les transports en commun, et puis alors avec les voitures, les images, on connaît quelques-unes, c'est énorme. Donc il nous faut, c'est intéressant de voir cette conception-là de la ville, et c'est vrai que nous, on a cette problématique, alors qui est à la fois un atout et un inconvénient, selon où on se place, notamment sur les mobilités, c'est un inconvénient, c'est qu'entre Cheviré et Anne-de-Bretagne, un territoire qui a des perspectives de développement importantes, 5 km sans rien, c'est un vrai problème, c'est un vrai problème. Dans les exemples intéressants, en Europe, on l'a évoqué, c'est notamment les pays d'Europe du Nord. Alors j'ai évoqué tout à l'heure les Pays-Bas, j'ai parlé de Rotterdam notamment. Il n'y a pas que, il y a des villes aussi en Belgique ou en Allemagne qui ont des solutions intéressantes, souvent parce qu'ils ont d'ailleurs un usage du fleuve. Alors, je ne veux pas être péjorant pour l'estuaire de la Loire, mais qui est quand même, en général, largement plus étoffé que ce que l'on peut connaître dans l'agglomération d'Est. Il y a une densité de bateaux extrêmement forte ou d'activités maritimes extrêmement forte. Et donc, ils ont été obligés de concilier le besoin de traverser avec l'existence d'un élément fort de leur économie. Et donc, c'est là où ils ont développé des solutions ou de ponts levants ou souvent de tunnels et notamment de caissons immergés. Donc, ces exemples-là sont intéressants. Et puis, il y a quelques exemples également de transport par câble qui commencent à naître, alors soit existants, soit en projet, qui nous renvoient aussi, encore une fois, c'est un sujet qui était peu abordé en France il y a encore 2-3 ans, et les industriels ont quand même bien développé le concept pour le rendre plus urbain et moins montagne, avec des vrais enjeux d'urbanité. Et il y a quelques lieux, effectivement, qui méritent une attention particulière. Bien, merci. Une dernière question alors, qui nous a été posée par un internaute qui renvoie à la géologie. Je sais que tu es un spécialiste de la géologie. Si on veut vraiment donner leur chance à des tunnels, est-ce que leur faisabilité n'est pas liée aussi à la profondeur de ce qu'on appelle le bedrock ? Là, c'est une colle. Quelle solution, en fait, tunnel forêt pourrait être écartée pour des raisons liées à la géologie, donc avec un coût qui serait inconcevable ? Est-ce que c'est une question qui est posée à Nantes ? Non, c'est une très bonne question. Je l'ai un petit peu évoqué, mais trop vite tout à l'heure. Mais je reviens dessus. C'est que l'enjeu de descente profond dans un tunnel classique, qu'on perce avec un tunnelier, la technologie du tunnelier, qui ont été utilisés d'ailleurs pour des ouvrages de type ferroviaire ou même de transport en commun. Moi, j'ai travaillé à Rouen pour un tunnel dédié au projet tramway. Donc, un tunnelier passant en profondeur sous la Loire, vu la profondeur quand même du sujet, nous emmène... Alors, c'est très cher, et deuxièmement surtout, c'est que si on veut limiter la pente à 6%, et on ne peut pas faire des pentes supérieures, sinon après, c'est des problèmes de sécurité qui se posent. C'est-à-dire qu'on rentre très loin, on sort très loin. Or, le besoin, il est aussi à proximité des berges. Donc, un tunnel profond creusé dans le rocher, au-delà de son coût, nous pose un problème d'intégration urbaine, tout simplement. Et me semble être incompatible avec la typologie des besoins que nous avons, nous, sur la proximité du centre-ville, même si on est entre Trentemoult et Chantenay. Parce que nous avons à Chantenay des espaces sur lesquels il y a de quoi faire des beaux projets urbains et des beaux projets de qualité. Il y a un tissu industriel qu'il faut aussi préserver. Et c'est la même chose quand on est côté sud, où on a aussi des espaces à privilégier et une urbanité à construire. Donc pour moi, ce n'est pas adapté pour ces raisons-là principalement. C'est la raison pour laquelle dans les technologies du tunnel, la seule qui me semble concevable aujourd'hui, vu les expertises que nous avons conduites, avec notamment les spécialistes, encore une fois, qui sont plutôt les spécialistes hollandais du sujet, c'est plutôt des tunnels version caissons immergés, où on crée une tranchée, on va dire ça comme ça, excusez-moi le terme, dans le fond de la Loire, et puis on vient poser des caissons étanches qui s'emboîtent les uns avec les autres et qui permettent d'avoir un tunnel peu profond et donc des sorties ou des entrées qui soient pas très loin des berges.